Vous aspirez à plus. Plus de liberté, plus d'espace, plus de fluidité dans votre expansion, plus de prospérité, mais autrement. Ici, on ne cherche pas à faire plus, on cherche à créer mieux, à trouver un mouvement qui nourrit au lieu d'épuiser, un chemin où l'ambition ne s'oppose plus à la conscience. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vérité. Certaines femmes portent en elles des ponts entre les cultures, entre les mondes, entre le visible et l'invisible. Charlotte Courtois est de celles-là. Conférencière, podcasteuse et fondatrice de l'ONG Constellatio, accréditée par l'UNESCO depuis plus de 14 ans, Charlotte œuvre à éveiller les consciences au dialogue interculturel, en allant à la rencontre de milliers d'enfants à travers le monde. Elle partage aussi son regard affûté, sensible sur nos différences culturelles à travers ses conférences et son podcast Surprise interculturelle. Mais aujourd'hui, c'est une autre facette d'elle que j'avais envie d'explorer avec vous. Celle d'une leader en transformation. Une femme qui a tenu une organisation à bout de bras, traversé 2 burn-out, remis en question ses fondations. Et qui choisit maintenant de faire autrement. Dans cette conversation, on parle de leadership vivant, d'identité, de rapport à l'argent, d'énergie, de limites, de reconstruction. On parle de cette tension que beaucoup d'entre nous connaissent, celle de vouloir impacter sans se sacrifier. Charlotte nous ouvre un espace rare, vrai et nuancé. Bienvenue Charlotte, bienvenue dans le podcast Vérité. Merci beaucoup. Oh, je suis émue de cette introduction. Ça fait un peu regard dans le rétroviseur sur les 14 dernières années. Ça me touche en tout cas. Merci de m'accueillir à ton micro. Tant mieux. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, globalement bien. Je suis dans une phase de doute là en ce moment, mais sinon ça va. On va en parler, c'est pour ça que tu es là. Mais oui, tout à fait. Et donc ça va. L'équilibre est là. C'est toujours un peu instable, mais l'équilibre est là, donc c'est plutôt bon signe. Puis l'équilibre est un déséquilibre perpétuel, n'est-ce pas ? Mais totalement. Bah, ça dépend. Si on veut plus bouger, ne pas avancer, c'est sûr qu'on est stable. Mais c'est comme quand on marche. Quand on marche, on perd l'équilibre à chaque pas. C'est ça qui nous fait avancer. Alors, j'aime bien poser la question pour les auditeurs qui sont uniquement avec la voix, de savoir où est-ce que tu te situes. Une fois n'est pas coutume, je suis chez moi. Et chez moi, c'est donc à Rennes, en Bretagne. Je suis dans ma pièce de vie, salon, bureau, salle à manger, cuisine, ma grande pièce de vie, au chaud chez moi, entourée par tous mes souvenirs de voyage. C'est mon cocon, je l'appelle le cocon de la voyageuse. Est-ce qu'il y a un voyage plus particulièrement qui t'a marqué et qui est vraiment est au cœur de ton leadership aujourd'hui ? Quand j'étais adolescente, quand j'avais entre 13 et 15 ans, on a habité avec mes parents et mes frères et sœurs en Australie, à Sydney, pendant 2 ans et demi. Et ça a été un peu le début de tout le reste, finalement. Ça a été une prise de conscience que, en fait, il y a d'autres manières de vivre, d'autres manières de comprendre la vie. Tu vois, c'était l'ouverture du champ des possibles. Donc, peut-être que, ce voyage-là était particulièrement marquant. Et puis, c'est quand même cool, quoi. Tu vois, quand t'es adolescente, en plus, moi, j'ai grandi à la campagne, etc. On se retrouve à Sydney, avec la mer, avec les surfeurs. Les surfeurs, avec les barbecues sur la plage, les week-ends camping sauvages dans les parcs naturels au milieu des kangourous. Enfin, bon, c'est assez magique, quoi. Donc, il y a l'Australie à l'adolescence qui a donné le là pour beaucoup de choses dans ma vie. Oui, c'est ton premier choc culturel, on pourrait dire ça comme ça ? Ah bah totalement, ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est cette première expérience-là qui te donne envie de prendre le chemin de l'interculturel ou est-ce que tu as fait d'autres détours avant d'y revenir ? Un peu l'un et un peu l'autre finalement, c'est-à-dire que quand on est rentré d'Australie, donc j'avais plus de 15 ans, je suis un peu vite dans ma scolarité, donc j'étais en première à l'époque. J'ai passé mon bac à 16 ans et donc la question s'est posée de ce que je voulais faire de ma vie. La seule chose que je savais, c'était que je voulais voyager si possible, mais en tout cas évoluer en milieu multiculturel. Et donc j'ai choisi de faire une école de commerce international. Alors moi, en plus à 16 ans, j'avais tout sauf envie de m'enfermer en prépa pendant 2 ans. Donc je voulais que ce soit une école post-bac et une école qui me permette de partir à l'étranger. Et donc j'ai fait une école qui s'appelle Neoma Business School. Et au sein de Neoma, il y avait un programme qui s'appelle le CESEM, qui te permet de faire 2 ans en France, 2 ans à l'étranger. Et donc pour moi, c'était à Madrid, en Espagne. Bon, finalement, je suis restée 4 ans, mais tu vois, à cette époque-là, il y avait... En fait,
je me suis pas dit sur le coup, je vais travailler sur la diversité culturelle, mais je voulais à tout prix être entourée d'autres cultures. Et ça, c'était important pour moi. Et puis, après, ça s'est affiné avec le temps. Ça s'est affiné avec les cours de management interculturel qu'on avait à l'école. Parce que aujourd'hui, tu vois, avec le recul, je me dis c'était quand même très, très précurseur, très pionnier. Parce que ça commence à faire un moment. Je vais pas donner le nombre d'années, mais ça commence à faire quelques temps. Et puis, parce que j'ai fait mon mémoire de fin d'année, de fin d'études, sur le storytelling comme outil pour développer les compétences finalement de management interculturel chez les managers en entreprise. Et là, je me suis dit... Ça aussi, c'était précurseur. Ouais, c'était génial. Je me suis éclatée. J'ai étudié les usages de la narration dans la société depuis longtemps. Donc, autant les griots africains que les jeux vidéo ou l'histoire avec un grand H ou la religion, tu vois, la Bible, le Coran, etc. Et je suis allée chercher ce que les chercheurs en disaient finalement pour faire le lien avec la transmission de valeurs autour de l'interculturalité et de la gestion de cette diversité culturelle. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Et ça, c'était la continuité. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, j'ai envie de travailler sur la gestion de la diversité culturelle en entreprise. J'ai fait un master recherche en sociologie et anthropologie sur les migrations et les relations interethniques à Nice. Puis j'ai bossé dans le cadre de l'entreprise. Puis j'étais assez rapidement déçue parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on parlait pas de diversité culturelle. Et donc voilà. On parle pas de diversité tout court d'ailleurs. Ouais, on en parle de plus en plus, mais en tout cas moi à l'époque je bossais dans une asso qui s'appelle l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. Donc on travaillait sur des sujets autour du handicap, de la gestion des âges, de l'égalité de genre, mais on parlait pas de diversité culturelle au sens vraiment les cultures nationales ou régionales, tu vois, les façons de vivre. On parlait un peu de lutte contre la discrimination, d'origine ethnique, mais pas de diversité culturelle au sens de comment tu vis et comment tu comprends le monde et comment tu réagis. Et puis, quand j'avais fait mon mémoire, je m'étais dit, ça serait cool de faire un truc avec les enfants là-dessus. À l'époque, je me suis dit, je vais bosser pendant 10 ans, je mettrai de l'argent de côté, et puis je prendrai une année sabbatique, tu vois, et puis je ferai un truc avec les enfants. Et puis, du coup, ça s'est fait un peu plus vite que prévu. C'est là que j'ai commencé à poser les bases de Constellation, finalement. Il y a une question qui m'est venue tout à l'heure au début où tu parlais. Tu disais, ça a été tout de suite évident pour moi que je voulais être dans un environnement multiculturel. Tu disais, c'était important pour moi. Pourquoi c'était important pour toi? Parce que t'es en découverte permanente, en fait. Tu découvres à la fois ce que peuvent faire d'autres gens, ou tu sais, d'emblée, t'as tendance à dire, on fonctionne tous plus ou moins pareil, puis moi j'ai un peu grandi comme ça, d'ailleurs, c'est bon, t'es pas différente de la moyenne, quoi. Et en même temps, donc tu découvres qu'il y a des gens qui font les choses différemment, mais du coup, ça élargit ton champ des possibles et tu te dis, mais en fait, je suis pas obligée de faire comme on a toujours fait. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là, donc à la fois l'émerveillement, l'intérêt pur, tu vois, de découvrir d'autres choses, et puis comment tu l'intègres dans ta vie et comment tu te dis, tiens, mais en fait, j'avais pas vu ça comme ça, tu sais, ça approfondit, ça affine tes réflexions, tes opinions, ton regard sur le monde, et il y a un côté enivrant un petit peu à ça. Pour moi, en tout cas, je le vis comme quelque chose d'assez enivrant. C'est en anglais le mot exhilarating. Il y a vraiment un truc qui tu te sens en ébullition un petit peu. Et moi, quand c'est comme ça, clairement, je me sens vivante, quoi. Justement, je me sens pas stagnée, quoi. Tu vois, il y a un côté, c'est de la vie que ça apporte, je trouve, dans mon quotidien, en tout cas. Magnifique. Puis oui, c'est aussi toute la richesse de la rencontre de plusieurs cultures, sachant que la notion de culture pour les auditeurs, c'est pas forcément entre deux pays, entre deux religions, ça peut être aussi entre deux personnes. On est des patchwork. Chaque personne est un patchwork de plein de cultures. Il y a effectivement les cultures nationales qui sont les premières qui nous viennent à l'esprit quand on parle de culture. Il y a des cultures régionales. Moi, je suis en Bretagne, typiquement, on a une identité culturelle. Et moi, dans le sud, dans le Var, donc c'est pas la même culture. Même ce ne sont pas les mêmes cultures, parce que rien qu'en Bretagne, clairement, tu mets à côté quelqu'un du Creuse-Brace, donc du centre-Bretagne, quelqu'un du Morbihan, quelqu'un des Côtes-d'Armor, il y a des différences importantes, et justement, voilà. Donc il y a cet aspect régional, il y a des cultures, alors ça peut être les régions plus grandes aussi, tu vois, européennes, les cultures religieuses, t'as les cultures organisationnelles, la culture d'entreprise, ça peut être très différent, les cultures métiers. Tu mets face à face, j'en sais rien, une chercheuse dans le Big Pharma de 25 ans avec un commercial de 50 ans dans
l'humanitaire, et tu vas pas du tout avoir, tu vas avoir des cultures qui vont être différentes également. Donc voilà, et en fait chaque personne va être un patchwork de différentes identités culturelles. Donc c'est ça qui fait que c'est pas facile, c'est pas évident parce que c'est pas aussi, et justement c'est ça qui est chouette, c'est que c'est pas juste OK, toi t'es dans cette culture-là donc tu fonctionnes comme ça. Et même comme ça, les cultures, ça va être des tendances. Plutôt comme ça, mais les personnes peuvent s'éloigner ou être au cœur de la tendance de la communauté dont ils font partie. C'est une thématique qui est complexe, et en même temps, c'est cette complexité qui fait que c'est, comme tu disais, riche et fascinant et passionnant. C'est aussi comment on fait pour intégrer toutes ces différences et toute cette richesse et toutes les facettes du patchwork pour recréer encore autre chose. Tout à fait. Et comment on rencontre l'autre dans sa diversité, comment on interagit, pour faire en sorte que ça marche, mais sans se perdre. Et justement, c'est ça qui est beau, c'est pas parce que je rencontre l'autre que je me perds dans cette rencontre. Au contraire. Et c'est toute l'âme de ce que je fais, que ce soit dans mes conférences, dans mon podcast ou dans mon ONG, c'est en fait finalement en découvrant notre manière de faire, on gagne un recul différent sur nos propres pratiques culturelles, qui on est, comment on fonctionne, et mieux on se connaît, moins on se sent menacé par la différence. C'est un sujet qui revient souvent avec dans les coachings ou dans le collectif, de cette crainte, tu sais, que le lien soit au détriment de l'intégrité. Et donc effectivement d'aller dans le lien, mais à partir de notre intégrité. Tout à fait. Alors, il faut pas confondre intégrité et ego. La définition originelle de l'intégrité, c'est notre capacité à être entier. C'est l'intégralité. Et donc c'est comment je suis entier ou entière, sans renier ou sans sacrifier ou sans perdre une partie de moi, en fait. Je pense que si on était tous capables de créer des liens les uns et les autres de cette façon, ça serait effectivement tellement riche. Absolument, je te rejoins tout à fait là-dessus. Pour aller sur les sujets interculturalité, j'invite évidemment tous les auditeurs à aller te suivre, à aller regarder aussi ton TED. Oui, c'est vrai que j'ai fait une conférence TEDx, ouais. Et puis bien évidemment à te convier en tant que conférencière. Constellatio, donc ça fait 14 ans. Et comme tu me le disais, tu traverses une transformation dans ta façon de diriger cette ONG. Ça vient te questionner sur plein de sujets. Et donc effectivement, j'aimerais qu'on parle de cette transition. Comment on passe d'un leadership porté seul à une gouvernance plus partagée? Quels défis ça soulève pour toi? Comment tu remets en question justement ce leadership? Qu'est-ce qui devient prioritaire pour toi aujourd'hui? C'est une question complexe. J'ai pas les réponses à tout ce que tu viens d'évoquer. C'est en cours, work in progress. Je peux peut-être revenir sur effectivement d'où vient Constellatio, comment ça a évolué sur ces 14 ans. Donc, pour reposer les bases, Constellatio, c'est donc une association de loi 1901. Alors, c'est une ONG aujourd'hui parce qu'on a une action internationale et parce qu'on est reconnu par des institutions internationales, en l'occurrence particulièrement l'UNESCO, qui nous a accrédité ça fait 3 ans maintenant. Et la mission de Constellatio, c'est donc d'éduquer les enfants et les adolescents. Enfin, officiellement, c'est de sensibiliser tout le monde. Dans la pratique, on travaille surtout avec les enfants et les adolescents à la thématique du dialogue interculturel. Donc à la fois pour développer la curiosité envers les autres cultures, mais pour aussi apprendre à mieux connaître, à accorder de la valeur et à partager nos propres identités culturelles, au pluriel, donc comme on vient de l'évoquer. Ça c'est ce que fait Constellatio. On travaille par projet. On a travaillé sur premier projet, évidemment, la narration, puisque effectivement l'idée de Constellatio est venue de mon travail de fin d'études à Neoma. Ensuite, on a travaillé sur les musiques traditionnelles et actuellement on travaille sur la cuisine, donc sur les traditions culinaires. Quand Constellatio est née, moi j'avais 24 ans, j'étais toute seule. Alors évidemment, on fait pas une association tout seul, sinon on s'associe pas à soi-même en fait. Donc ma maman était, moi j'étais présidente de l'asso et puis ma maman était trésorière. C'est pas vraiment une association, mais la plupart d'ailleurs, en fait, une grande majorité de fondateurs et fondatrices d'associations commencent solo en fait. Donc moi, ça a été mon cas. Donc j'ai commencé solo, j'ai fait un tour du monde avec ce premier projet autour de la narration. C'était super, je suis revenue en France, c'était super dur. le choc du retour a été un petit peu violent. Et puis le choc en fait, j'ai trouvé ma voie, mais je vais pas pouvoir en vivre parce qu'en tant que présidente d'association, je pouvais pas être salariée. Et même si j'avais pu être salariée, je voyais pas comment j'allais trouver suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre. Donc il y a eu cette phase-là de basculement de ok, on fait quoi? Enfin, je fais quoi?
J'ai bossé pendant 1 an dans une école en Tunisie. Je suis revenue et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je pouvais me salarier de Constellatio avec des contrats aidés parce que ça faisait un moment à ce moment-là que j'étais plus salariée en France. Pour faire ça, donc il fallait que je quitte le conseil d'administration et donc la présidence. Donc à ce moment-là, j'ai monté un conseil d'administration. J'ai réuni des gens qui suivaient Constellatio depuis le début, des gens en qui j'avais confiance, qui avaient confiance en moi, parce que toute la peur que tu peux avoir dans ces moments-là, c'est que quelqu'un prenne le lead et que tu perdes ton bébé, quoi, entre guillemets. Là, bon, la question s'est pas vraiment posée, parce qu'effectivement, j'étais qu'avec des personnes qui, non seulement en qui j'avais confiance de base en tant que personne, mais qui en plus étaient convaincus de ce que moi je donnais pour cette association, convaincus de la vision que j'avais. Voilà, donc ça c'était en 2015, donc ça faisait 4 ans que l'asso existait. Donc je me suis salariée pendant 2 ans. Ça m'a permis de me donner à fond sur le projet Lyra, donc le projet musical qu'on a mené. Ça a été dur cette période parce que, en fait, je parlais beaucoup en jeu avant, puisque j'étais toute seule. Donc c'était j'ai fait ci, j'ai fait ça, non. Et puis après, il faut inclure le groupe. Donc tu passes sur nous. Et puis au début, moi mon CA, je lui avais dit parce que j'ai besoin d'avoir des gens, tu vois, c'est pas, je vais pas vous en demander trop, vous inquiétez pas. Et sauf que au fur et à mesure que les choses avancent, tu commences à dire moi j'aimerais bien avoir un peu d'aide. C'est super dur parce que tu t'en excuses entre guillemets en permanence. Enfin, tu vois, ça a beau être pour une mission d'intérêt général, t'as toujours l'impression que c'est à toi que les gens ils vont rendre service, tu vois. Donc c'est vraiment difficile de changer cet équilibre-là. C'est particulier l'engagement bénévole. C'est pas la même chose que quand t'as une équipe à gérer qui est salariée et qui est là pour ça et ils savent qu'ils sont là pour ça et voilà. Petit à petit, t'essayes, machin, et puis mais franchement au début j'avais un CA mais on faisait même pas de réunion de CA, quoi, tu vois, c'était même pas. Donc petit à petit on a commencé à dire ok, alors on va mettre en place une réunion de CA mensuelle. Finalement je présentais plus ce qui avait été fait qu'autre chose, si tu veux, mais ça permettait au moins d'avoir un rendez-vous régulier. Ça a coïncidé avec une phase où on a eu 2 alternantes de suite dans l'asso sur la communication et l'événementiel. Donc en plus, tu vois, l'équipe se renforçait. Mais il a fallu plusieurs années. Enfin, je suis en train de te parler de, tu vois, mon poste a été créé en 2015. J'ai été salariée 2 ans. On a arrêté mon contrat parce qu'on n'avait plus de sous. J'ai été, je sais plus, peut-être 1 an et demi au chômage. Et on m'a resalariée en 2018, 2019, je sais plus. Il y a eu plusieurs phases. Et donc, sur comment tu te positionnes en tant que leader là-dedans, il y a au début, je suis toute seule, donc je parle de ce que je fais. Après, il y a le truc de j'ai besoin d'aide, mais vous inquiétez pas, je vais pas trop vous en demander. Après, tu dis ok, en fait, j'ai besoin d'aide. Et puis, donc moi, il y a une phase où j'ai dû me mettre en retrait finalement. Tu vois, en termes de communication, me cacher derrière un nous. Et après, je suis passée sur une phase, la phase suivante qui était recommencer à parler de moi. Parce que finalement, c'est moi le visage de Constellatio. Et donc notre président actuel, Charles Lanel, qui est coach pour entrepreneurs, etc., m'a dit mais en fait c'est important que toi tu sois visible parce que plus tu es visible, plus Constellatio est visible. Et donc je suis repartie dans l'autre sens finalement dans cette démarche. Oui, t'es la personne source. Ouais. Voilà. Donc on va dire qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu le moi, il y a eu le nous et il y a le moi et nous. Il y a le moi plus nous et il y a le moi. En fait, je crois que c'est ça dont je parlais. Donc la phase où j'ai été salariée pendant 4 ans et demi sur la deuxième fois, ça s'est arrêté il y a 1 an et demi. Et donc là, on est en recherche d'un nouvel équilibre. Enfin, on est en construction d'un nouvel équilibre. En quête d'autres façons de te soutenir toi aussi. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment ce côté, je donne souvent l'exemple du masque à oxygène. C'est dans l'avion, avant d'aider les autres, il faut d'abord mettre ton propre masque à oxygène. Là, c'est pareil. Et c'est quelque chose que j'ai mis très, très, très longtemps, trop longtemps à comprendre. Oui. Après, avec le recul, je me dis, est-ce que j'avais une autre option? Honnêtement, tu vois, je saurais même pas te dire si vraiment il y avait une autre option. Bon, toujours est-il que j'ai fait les choses comme ça, que j'ai perdu l'équilibre quand même plusieurs fois, et qu'aujourd'hui, l'idée, moi, j'adore, je fais partie de ces gens bizarres qui adorent monter sur scène avec un micro devant des centaines de personnes, tu vois. J'adore partager des valeurs, des messages inspirés de l'action. Et puis, j'ai un mode de fonctionnement qui fait que depuis 14 ans, en fait, je me lance en permanence dans des projets où je maîtrise pas tout, où j'apprends sur le tas, en fait. Parce que j'adore apprendre. Le problème, c'est que apprendre, c'est très énergivore. Et donc là, en gros, il y a 1 an et demi, on va dire maintenant, quand on a arrêté mon contrat avec Constellatio, je me suis vraiment retrouvée dans cette phase de dire, ok, en fait, il faut que je trouve un équilibre.
Parce qu'en plus, quand on a arrêté, j'étais en sortie de burn-out. Donc, clairement, j'ai besoin d'un équilibre. Comment je fais pour pouvoir continuer ce que j'aime, pour pouvoir m'amuser là-dessus et en même temps avoir un équilibre. Et donc, l'idée de la conférence trottait dans ma tête depuis un moment. D'ailleurs, Charles m'en avait parlé, tu vois, de cette idée de, en fait, ça pourrait être un complément de revenus pour être un petit peu plus stable financièrement également. Quand il te dit ça la première fois, comment tu réagis? Finalement, ça me semble une bonne idée, mais je sais pas trop comment faire. Première réaction, c'est ouais, pourquoi pas, mais je vois pas comment. En fait, à ce moment-là, moi, comme je suis salariée de Constellatio, j'ai du mal à me dire... En fait, si, il y a quand même un truc, c'est que je bloquais sur l'idée de me faire des sous de mon côté, quoi. Donc, je me disais, est-ce que... parce que j'y avais pensé déjà de faire plutôt des conférences dans le cadre de Constellatio, pour que ça rentre des sous dans l'asso. Et lui me disait, non, je pense que faut que tu fasses ça à côté, quoi. En fait, j'avais un peu l'impression, quelque part, que je profitais, tu vois, de l'asso pour me faire des sous. Enfin, j'ai du mal avec ce principe-là. Et puis, je pense il y avait une culpabilité. Ouais. Une culpabilité, une forme de trahison aussi. Un peu, ouais. Ce qui est absurde, quand il pense, parce que j'ai quand même donné 14 ans de ma vie à cet asso, ma santé, mon argent, j'ai quand même donné... Enfin, faut quand même se rendre compte que sur 14 ans de vie de Constellatio, moi, j'ai été salariée 6 ans et demi et salariée, grosso modo, au SMIC, quoi. Oui, j'imagine. Donc, que je puisse gagner de l'argent sur la base de, tu vois, tout ce que j'ai investi dans ce projet-là, finalement, c'est pas déconnant. Mais sur le coup, moi, je me dis, je suis pas à l'aise avec l'idée. Je suis à l'aise avec l'idée de faire des conférences, c'est pas le problème. Mais je suis pas tout à fait à l'aise à l'idée de me faire des sous à moi. L'idée fait son bout de chemin quand même. Je commence à mettre des choses en place. Je commence à développer LinkedIn. Je crée un compte Instagram de conférencière. Je commence à construire mon site web. Ça se met en place petit à petit. Tu construis ton personal branding à ce moment-là. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. On va dire qu'en gros, quand je me suis retrouvée au chômage parce qu'on a arrêté mon contrat, donc c'était en octobre 2023, en fait, le timing était super parce que j'avais mon site web était en ligne. Ça faisait 2 ans que je développais mes réseaux sociaux. J'avais une plaquette de conférences. Enfin, tu vois, en fait, j'étais prête. Je me retrouve au chômage et en fait, tout est prêt pour y aller, quoi. Mais en fait, tout était déjà là. Ouais, c'est ça, exactement. Finalement. Tout était déjà là. C'est qu'effectivement, quand je disais que, je fais toujours des projets où je maîtrise pas tout. Pour donner un exemple, concrètement, notre projet autour des traditions musicales, Lyra, je connaissais rien à la musique. Enfin, je veux dire, à part chanter dans ma douche, si tu veux, c'est quand même très très limité. Je savais pas ce qu'était un tourneur, je savais pas ce que c'était que du booking, je savais pas ce que faisait un ingé son. Enfin, tu vois, vraiment, je maîtrisais pas du tout. En fait, quand je me suis retrouvée au chômage, quand j'ai développé mes conférences, l'idée, c'était aussi de capitaliser sur ce que je savais déjà faire, pour une fois. Pour une fois dans ma vie, dire, OK, en fait, je vais capitaliser sur ce que je sais faire. Et en l'occurrence, prendre la parole sur scène, je sais faire. J'ai des choses à partager parce que ça fait, à l'époque, du coup, ça faisait 13 ans que j'étais, tu vois, impliquée avec ma propre structure, avec laquelle j'ai mené des projets dans une 15aine de pays, avec des gens de plein de pays, justement, plein de cultures. Donc, du management interculturel, j'en ai fait. De la gestion de projets à l'international, j'en ai fait. Donc, l'idée, c'était de capitaliser sur tout ça, finalement. T'es allé chercher ton propre patchwork. Tu parlais de patchwork pour symboliser l'interculturalité. T'es allé exploiter tes propres richesses, ton propre patchwork, tes propres multi-compétences pour aller recréer quelque chose et pour aller recréer une posture aussi. Mais c'est pas évident parce que t'es en dehors des cases. Je suis ce qu'on appelle les slasheuses, tu vois. Donc, j'ai une ONG, je donne des conférences, j'ai un podcast. Accessoirement, je suis aussi auteur d'un livre jeunesse. Je donne des cours en école de commerce. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Il n'y a pas beaucoup de rôle modèles, tu sais. Puis moi, dans mon entourage familial, j'ai que des salariés. Que des salariés. Je n'ai aucun entrepreneur, aucune personne dans le libéral, aucun artiste. Je n'ai que des salariés. Donc, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est normal. Tu vois, et donc tu essaies de te comparer, tu peux pas te comparer parce qu'en fait personne fait comme toi, tu vois. Bah, c'est ça. Donc t'es en permanence dans cette lutte, tu vois, de te dire est-ce que je fais les choses bien? C'est quoi finalement les critères sur lesquels je peux décider que c'est bien, pas assez bien, trop. Alors trop c'est facile quand tu fais un burn-out, tu sais que OK, là c'était trop. Mais donc alors, c'est pas évident parce qu'il manque ce cadre de référence finalement. Pour moi, ce cadre de référence, il est très clair quand tu parles. C'est ton leadership et c'est ton pourquoi. En fait, c'est ça le fil rouge qui fait le lien entre toutes tes casquettes, entre ton parcours, l'histoire de Constellatio et toutes les autres activités que tu développes. En fait, il y a un fil rouge qui relie tout ça.
C'est cette notion d'interculturalité, cette notion de richesse, de patchwork. C'est tout ça, en fait, qui t'anime profondément depuis ton adolescence ou même ton enfance. Peut-être, effectivement, que de voir ça comme ta boussole et le cœur de tout ce que tu crées, tu vois, de tout ton écosystème. Ça, je trouve que ça... Enfin, en tout cas, c'est ma façon de fonctionner dans mes accompagnements. Ça donne vraiment un socle au leadership. Et j'ai fait un post d'ailleurs récemment sur... j'ai des gens qui comprennent pas bien ce que je fais, mais c'est facile. Je fais de l'interculturel. Voilà. J'ai plein de façons de le faire, mais voilà, mon domaine de compétence, ma passion, ce qui me drive, c'est l'interculturel. C'est créer des ponts entre des cultures différentes. Mais au quotidien, il y a souvent ce truc de dire, OK, mais en fait, est-ce que je tombe sur la bonne voie? Et puis, tu sais, il y a des petites phrases assassines qui sont pas pensées comme assassines, mais des trucs tu vois, non, mais il y en a qui bossent, hein. Mais tu sais que c'est pas parce que je bosse de chez moi et que si je peux ne pas bosser un mercredi parce que je vais bosser le samedi et machin, et voilà. C'est pas pour autant que je bosse pas. Mais après, maintenant, je l'ai beaucoup moins. Mais au début de mon engagement, puis les gens se disent association, bon, tu vois, c'est un hobby, quoi. Donc, c'est toujours en train de te poser la question, quoi. Et puis, moi, j'ai vraiment aussi ce côté sur la charge de travail que j'ai un peu de mal à gérer, sur la fatigue, parce que je suis souvent tiraillée entre est-ce que c'est de la flemme ou est-ce que c'est de la fatigue. Et j'ai encore aujourd'hui du mal à savoir. Parce que bah oui, en fait, c'est clair que quand tu bosses tout seul de chez toi, bah des fois, c'est clair que moi j'ai mon canapé qui est là, tu vois. J'ai plutôt envie de me mettre dans le canapé et de regarder un Netflix les jours où t'as des doutes, machin, etc. Et moi, je l'ai beaucoup sur, tu vois, quand je flippe de quelque chose. Alors moi, la peur ne m'empêche pas de faire les choses. Par contre, ça me demande vachement d'efforts parce que je suis en lutte contre cette peur. Dans ces moments-là, c'est sûr que j'ai plutôt envie de me faire une série Netflix dans mon canapé à côté. Donc, dans ces moments-là, il faut que je me dise, non, ok, vas-y, je lâche pas, je me donne un coup de pied aux fesses et je continue. Mais il y a des fois où tu as envie de faire ça parce qu'en fait, t'es vraiment fatigué. Et donc, c'est pas toujours évident, tu vois, de savoir différencier. Ouais. Peut-être que s'il y avait une clé, parce que depuis tout à l'heure, il y a un mot qu'on n'a pas cité, mais qui est très présent, c'est la culpabilité. Ouais, tout à fait. Tu vois, et que évidemment, on retrouve énormément chez les femmes entrepreneurs, dirigeantes engagées, leaders, etc. Plutôt que tu vois que de parler de peur, je parlerais plutôt de cette culpabilité et d'aller sonder à l'intérieur de soi. Je m'adresse aux auditeurs, d'aller sonder à l'intérieur de soi. Quand est-ce qu'on agit à partir de cette culpabilité ou quand est-ce qu'on agit à partir de notre intégrité? Ok. Tu vois, et par exemple, quand il y a cette question de, là, est-ce qu'il faut que je force ou est-ce qu'il faut que j'aille prendre soin de moi? De questionner. Est-ce que la question, elle vient d'une culpabilité ou est-ce qu'elle vient de mon intégrité? Et c'est terrible parce que tu culpabilises dans les deux sens, quoi. Il y a la culpabilité de j'en fais pas assez et il y a la culpabilité de j'en fais trop. Et après, t'as la culpabilité de je me sens coupable, je devrais pas. C'est terrible. Ouais. C'est terrible, ça. C'est terrible, mais c'est tellement important de le dire parce que ça rejoint tellement toutes les femmes et puis toutes celles qui sont dans le podcast aussi, de s'autoriser, tu vois, à ne pas nourrir cette culpabilité. Toi, comme plein de personnes que je rencontre ou que j'interviewe, en fait, il y a plus rien à prouver. Tu vois, quelque part, je veux dire c'est complexe, je sais, mais c'est à moi-même, en fait. C'est ça qui est terrible. Ah oui. Quel serait le gap pour vraiment, pour compléter, tu vois, pour compléter cette case de, ok, je mérite, en fait, de toi à toi. Ouais. Tu vois, ce serait quoi le gap? C'est pas forcément une réponse à trouver maintenant, mais si, rentrer des sous. Ouais. Mais j'en parle avec ma sœur hier, tu vois, j'ai vraiment ce truc, mais tout le monde me dit, c'est génial ce que tu fais, bravo, machin, tout ça impressionnant. Mais je rentre pas assez de sous, là. Je pense que moi, mon gap, il sera il est entre maintenant et le moment où je vais vendre à cette conférence pour dire, ok, là, je respire. Et en fait, mais j'ai le même problème avec Constellation. Il y a ce truc de, on fait des trucs incroyables, mais on est dans une lutte permanente pour rentrer des sous. Moi, mes 2 burn-out, je les ai faits uniquement à cause du fundraising. Uniquement à cause du fundraising. Et donc, pour moi, les deux sont liés à l'argent. Autant dans mon activité professionnelle à moi, que dans mon activité de dirigeante d'association. C'est la question de l'argent et qui est une question centrale. Et tu vois, moi, j'ai quand même fait tout un accompagnement, coaching, psy, etc., autour de, effectivement, mon estime de moi, qui est donc très liée à la culpabilité. Et je pense que pendant très, très longtemps, effectivement, j'avais un problème avec l'argent, un problème dans le sens où... Et je l'ai toujours... En fait, ça m'intéresse pas, l'argent. C'est pas que j'en veux pas,
C'est pas que j'aime pas, c'est que ça m'intéresse pas. Et pourquoi aussi? Parce que finalement, l'argent que tu demandes, c'est la valeur que tu t'accordes. Et moi, pendant très 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 longtemps, c'est triste à dire, mais je m'accordais aucune valeur. Donc, rentrer des sous, c'était entre guillemets, je mérite pas, quoi, tu vois. Je mérite pas, alors que Constellation, c'est quand même, c'est un projet auquel je crois à 10 000%, et ça marche, et l'impact, il est là, et on a besoin d'argent pour que ça avance. Je dis souvent, l'argent, c'est certes le nerf de la guerre, c'est aussi le nerf de la paix. Donc, sans argent, t'avances pas, en fait, dans ces projets-là. Donc, tu vois, ça devrait être un truc qui me drive suffisamment pour y aller. Et pourtant, la question financière, elle est assez centrale. Enfin, voilà, dans cet écosystème, finalement. Et l'écosystème, j'entends par là aussi, écosystème santé, quoi, tu vois. La définition de la prospérité, c'est la bonne santé. Ok. Tu vois, si effectivement, l'argent ne nourrissait plus une culpabilité ou une perte ou quelque chose de drainant pour toi, mais si ça nourrissait toute la richesse en toi, au sein de Constellatio, toute la richesse de l'interculturalité notamment. Tu vois, qu'est-ce qui deviendrait possible? Qu'est-ce qui changerait? C'est pour ça que je te dis que c'est le gap, tu vois, il est là. C'est qu'en fait, c'est une sorte de le tremplin, quoi, tu vois, le truc qui, à partir de là, en fait, je suis dans cette phase-là de toute façon. Enfin, concrètement, aujourd'hui, mes conférences, je les vends à un tarif que j'aurais jamais imaginé faire auparavant, mais qui est totalement aligné avec ce que je vaux, avec le marché, avec les autres conférenciers qui ont une expertise, tu vois, qui peut se rapprocher à la mienne. Donc, c'est tout à fait normal. Et ça y est, je l'accepte. Je suis sidérée de voir la différence dans les réactions des gens où, finalement, c'est beaucoup plus accepté, beaucoup mieux accepté de vendre une presta pour rentrer des sous sur ton compte bancaire à toi que de demander de l'argent ou de proposer des services au nom de l'intérêt général, en fait. En fait, ça dérange beaucoup moins les gens quand tu leur vends un produit que quand tu leur demandes de soutenir, même avec déduction fiscale, machin, etc., l'intérêt général, la société, etc. C'est quand même... Enfin, moi, ça me sidère parce que je fonctionne tellement à l'opposé de ça, de me dire, moi, j'aurais tendance à me dire, j'ose pas demander des sous, je vais déranger les gens, tu vois, de leur vendre un truc. Je préfère leur dire, tiens, est-ce que tu veux soutenir cette cause? C'est pas moi, c'est une cause qui nous concerne tous. Et en fait, c'est l'inverse. C'est plus facile. Et comment tu l'interprètes aujourd'hui, ça? Je pense qu'il y a une question de temporalité. C'est-à-dire que quand tu vends un service ou un produit, tu réponds à un besoin de la personne qui est palpable, immédiat. Tu vois, quand je vends une conférence sur le management interculturel, sur les compétences interculturelles, à une boîte qui, par exemple, a des expats et qui se retrouve confrontée à une problématique de performance, de déconnexion des personnes à l'arrivée, machin, etc. Mais en fait, tu réponds à un besoin de court terme. Quand tu proposes à une entreprise une collaboration autour de mécénat sur une action qui va avoir un impact positif sur la société, t'es sur du long terme et t'es beaucoup moins sur ce dont moi j'ai besoin aujourd'hui. Et donc, voilà, donc c'est moins facile. C'est moins facile parce que c'est moins palpable. Puis on en revient toujours à cette évidence qui est une personne va utiliser l'argent comme un levier pour répondre à un besoin immédiat. Ça, c'est tellement important de le reconnaître, en fait. En fait, on va beaucoup plus vite quand on sait que l'argent va aller là où il y a un besoin immédiat. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que c'est plus facile, finalement, de financer la construction d'une cantine dans une école pauvre que de financer l'éducation des enfants aux valeurs autour du patrimoine culinaire. Tu vois, t'es sur la même thématique, qui est le rapport à la nourriture et voilà. Mais t'as une approche qui est complètement différente. Donc, c'est plus facile de lever des fonds pour la reconstruction de Notre-Dame que pour le trou de la Sécu, quoi. Exactement. Ah bah oui. Les besoins sont pas les mêmes. Ouais. Où est-ce qu'on en est, ma chère Charlotte, dans notre échange? On arrive à peu près à la fin de notre conversation. Alors, effectivement, j'ai commencé à te parler de l'évolution de Constellatio, des différentes phases, etc. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est ce qui se passe après l'arrêt, finalement, de mon contrat au sein de l'association. Et comment on fait en sorte de trouver un nouvel équilibre. Ce qui s'est passé, c'est que une fois que mon contrat a été arrêté, en fait, ça a été assez libérateur, quelque part. Parce qu'on repassait en 100% bénévolat. Et donc, quelque part, c'est beaucoup plus facile de demander aux gens de s'impliquer bénévolement quand toi-même t'es bénévole. Tu vois, il n'y a pas un côté, forcément, toi, t'es rémunéré pour faire ça. Bon, tu peux pas attendre la même chose des autres, tu vois. Donc, on a mis en place une restructuration en interne où, jusqu'à maintenant, tout reposait plus ou moins sur mes épaules. Là, on construit des pôles au sein de l'association avec donc un pôle partenariat et stratégie, un pôle communication événementielle, un pôle fundraising, un pôle pédagogie et un pôle vie de la communauté.
Et donc, l'idée, c'est d'avoir un responsable pour chaque pôle qui a chacun une équipe, ou chacune évidemment, une équipe de bénévoles pour que ça repose pas, encore une fois, sur une seule personne. Donc, on est en train de construire ça. Donc, c'est quand même tout un chantier. C'est créer un plan d'action qui soit aligné aussi avec tout ça pour qu'on puisse suivre, avoir des indicateurs pour avoir, OK, on est bien dans nos objectifs. Tiens, non, là, on n'y arrive pas parce qu'en fait, ça demande vachement de temps. Donc, il nous manque des bénévoles pour pouvoir porter ça. Donc, du coup, on va aller chercher ces bénévoles. Donc, ça, c'est en cours. Et c'est génial. Enfin, moi, je suis trop contente de faire ça, même si c'est pas évident parce qu'encore une fois, pour recruter des bénévoles et pour les motiver, c'est pas toujours évident. On a une équipe communication et événementielle au taquet, c'est génial. Une équipe que de nanas, c'est pas fait exprès, mais que de nanas entre 22 et 26 ans, tu vois. Donc c'est vraiment chouette. Donc si je peux avoir ça sur chaque pôle, je serais vraiment contente. Et là, je pourrais vraiment, tu vois, lâcher un peu les rênes. Moi, je reste en charge du pôle pédagogie parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. J'en profite pour faire un appel à bénévoles. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de s'impliquer dans une belle ONG qui fait bouger les choses, qui a un impact positif et qui a envie de nous aider à construire ce nouvel équilibre. On cherche du monde sur la stratégie, les partenariats, sur le fundraising, par pitié. Je rêve d'avoir quelqu'un qui s'occupe des fundraising ou quelques-uns ou quelques-unes qui s'occupent du fundraising. Encore une fois, l'idée, c'est qu'on puisse répartir la charge de travail entre plusieurs personnes. Communication, pédagogie, etc. Donc là, on en est là au niveau de l'association. Et moi, au niveau personnel, en fait, j'essaye de trouver un équilibre parce que je suis en plein lancement finalement de mon activité, même si ça fait des années que je fais des conférences. Là, je suis en structuration. Actuellement, je me fais coacher pour développer ce qui sera ma conférence signature autour donc des compétences interculturelles. Donc, je cherche des clients, je prospecte, j'essaye de me rendre visible. Donc, ça demande évidemment beaucoup d'investissement de temps. Et donc, j'essaye de combiner ça avec Constellatio, sachant que ma priorité la grosse priorité, ce sont mes conférences parce que si j'arrive pas à en vivre, je peux plus faire Constellatio en fait. Donc c'est les deux vont de pair, mais avec une priorité sur mes conférences. Donc je suis en recherche d'entreprises qui ont envie de développer ces compétences chez leurs salariés par des conférences inspirantes. L'idée c'est d'amener justement de la passion dans tout ça. Et voilà. Et puis mon podcast qui vient appuyer tout ça, à la fois partager ma vision de l'interculturel et des clés concrètes sur comment tu peux anticiper, comprendre et réagir face aux différences culturelles. Et puis, ce qui me permet également de partager nos expériences et nos projets avec Constellatio, ce qu'on a appris, les réactions des enfants, etc. C'est un mix de tout ça. Je peux pas dire à l'heure actuelle encore que je vis à 100% de mon activité de conférencière. C'est en bon chemin. Mais du coup, je suis en tout permanent. Je me dis, ça ira mieux le jour où j'aurai vendu ma prochaine conférence, là, parce que il y aura un soulagement. Donc, il y a cette peur toujours. Mais je suis persuadée là d'être vraiment alignée que cette stratégie c'est vraiment la bonne, qu'il y a un vrai besoin pour développer les compétences interculturelles en entreprise, que ce soit dans les boîtes qui ont des expatriés, dans des boîtes qui ont un staff hyper diversifié ou des entreprises qui travaillent avec des clients, des fournisseurs, etc. à l'étranger. Et en plus, moi, mes conférences, pour le coup, je peux les donner en français, en anglais et en espagnol indifféremment. Donc, mon terrain de jeu il est très, très large. Donc, je pense que là, ouais, ça y est, là on est sur un bon alignement. Maintenant, il faut juste que ça décolle, quoi. Ça décolle, il faut aller dans la pleine expansion. Petite parenthèse, je serais très heureuse de t'accueillir dans le collectif libre pour justement que tu aies un espace de pairs qui soit à ta hauteur, qui soit aussi dans une richesse singulière et qui soit un soutien dans toute cette prochaine phase d'expansion pour toi et Constellatio en tout cas. Ah merci. Évidemment, j'invite les auditeurs à aller cliquer sur les liens dans la description de cet épisode pour soutenir Constellatio, pour répondre à leurs besoins immédiats avec Constellatio. Ouais, c'est ça, besoin d'engagement, besoin de connexion, de rejoindre une communauté qui est dynamique, qui partage les mêmes valeurs. Et pour info, alors les dons sont toujours les bienvenus, peu importe le montant, mais en plus chez nous, l'adhésion annuelle, elle coûte 10 €. 10 € déductibles d'impôts, ça coûte 3,40 € après déduction fiscale, mais c'est une belle manière de soutenir l'association parce que ça montre qu'on a une communauté qui est solide et qu'on n'est pas juste 2-3 personnes à dire c'est bien la diversité, mais qu'on est nombreux à y croire. Et donc c'est une belle manière de soutenir. Ouais. Et puis sinon en partageant ce qu'on fait. En partageant notre épisode aujourd'hui. Absolument. Aussi. Ouais. Tout à fait. Et puis en allant s'abonner à ton podcast. Et puis évidemment, il y a aussi tes coordonnées en tant que conférencière dans la description de cet épisode. Un immense merci Charlotte pour ton ouverture, tous tes partages vrais aujourd'hui. Et ma dernière question pour toi, avec quoi tu repars toi de cet échange ?
Avec de l'ébullition, avec l'envie de continuer et de m'accrocher à tout ça parce que c'est beau, parce que ça fait sens. Et puis la motivation, de voir aussi toi tes réactions, de pouvoir le partager largement. Et donc je repars avec plein d'énergie. Magnifique. Merci. À bientôt, Charlotte. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Charlotte. Si les thèmes de l'engagement, de la charge invisible ou de la transformation intérieure, notamment vis-à-vis de la relation à l'argent, vous parlent, je vous invite à écouter également l'épisode 28 avec Claire Ribouillard sur les coulisses de l'assoprenariat, du milieu associatif et de la relation à l'argent dans ce milieu, ainsi que l'épisode 31 avec Carole Pouget sur tout ce qui est interculturalité, leadership altruiste et le retour d'expatriation après quasiment 20 ans passés en Chine. Enfin, si vous sentez que c'est le moment d'honorer votre propre envergure, le parcours libre est là pour ça. Vous avez les infos dans la description de cet épisode. Je vous retrouve pour un prochain épisode pour parler fondation stratégique, posture et leadership aligné. À très vite.